Moi, Nicolas Roland, je n'aurais jamais imaginé que ma vie changerait si drastiquement après mon retour de Tokyo. Tout avait commencé avec une opportunité en or. J'étais cadre supérieur dans une société d'investissement parmi les plus respectées de Wall Street. Quand mon supérieur m'a confié la mission de renforcer notre position sur le marché asiatique, je l'ai pris comme une preuve de confiance absolue. Tokyo était une expérience intense. J'avais passé des mois à nouer des contacts, à participer à des conférences et à analyser des opportunités. L'une d'elles s'était démarquée, un projet technologique qui promettait de révolutionner le secteur des énergies renouvelables. La prise de décision n'avait pas été simple, mais après avoir scruté chaque détail, j'étais convaincu que ce projet était un investissement stratégique à long terme. J'avais donc recommandé que nous y investissions 500 millions de dollars, une somme colossale, certes, mais avec un potentiel de rendement exponentiel. Mon rapport avait été approuvé par la direction sans grandes objections. Pourtant, quelques mois plus tard, tout s'était écroulé. Ce fut une attaque directe, orchestrée par un de nos principaux concurrents. Ils avaient diffusé de fausses informations, manipulé le marché, et le cours des actions du projet avait plongé en un temps record. J'avais essayé de contenir les dégâts, de rassurer mes supérieurs, mais l'hémorragie était incontrôlable. À mon retour à New York, je pensais que j'aurais au moins une chance d'expliquer la situation, d'exposer les manipulations qui avaient conduit à cet effondrement. Mais il n'y avait aucune place pour la discussion. La réunion avec le conseil d'administration fut brève et glaciale. Ils avaient déjà pris leur décision. Un discours formel, des visages fermés, et une conclusion brutale, je devais quitter la société. En dépit de mes arguments et de mes résultats passés, j'étais devenu un bouc émissaire idéal pour apaiser les actionnaires et sauver les apparences. C'était ironique, vraiment, de voir à quel point ma loyauté et mon travail acharné avaient été balayés d'un revers de main. Bien sûr, j'avais reçu une indemnité de départ conséquente, plus de 1,5 million de dollars, un montant suffisant pour vivre confortablement pendant un certain temps. Mais l'argent n'avait rien apaisé. Ce qui me hantait, c'était l'humiliation et l'ombre de doute qui pesaient désormais sur ma réputation. J'étais passé de l'image d'un brillant stratège à celle d'un cadre imprudent, incapable de protéger les intérêts de l'entreprise. Les murmures dans les couloirs, les regards furtifs, les silences gênés, tout cela pesait plus lourd que je ne l'avais anticipé. De retour chez moi, j'étais seul. Mon appartement, qui avait toujours été un refuge après des journées interminables, me paraissait étranger. Le vide était assourdissant. Je n'avais personne avec qui partager ce moment, personne pour comprendre la complexité de ce que je ressentais. Les amis que je pensais proches n'étaient pas là, trop occupés à préserver leur propre carrière pour risquer de s'associer à un homme désormais perçu comme une figure controversée. J'aurais pu tout arrêter là, me résigner à ce nouveau rôle d'exécutif déchu et vivre sur mes économies. Mais une part de moi refusait d'abandonner. J'avais encore des réponses à trouver, des preuves à collecter, et un point à prouver. Pourtant, à cet instant précis, tout ce que je pouvais faire, c'était m'asseoir dans le silence de ma propre chute et contempler ce qui restait de ma carrière et de ma vie. Quand je suis arrivé à Los Angeles après 6 mois à l'étranger, j'ai ressenti un mélange étrange de soulagement et d'appréhension. Je m'attendais à rentrer chez moi et à retrouver un certain équilibre, même si ma carrière avait déraillé. Pourtant, dès que j'ai franchi la porte de la maison, j'ai su que quelque chose n'allait pas. La maison n'avait pas cet air accueillant auquel j'étais habitué. Les rideaux étaient tirés, la lumière naturelle filtrant à peine à travers les fenêtres sales. Des piles de vêtements traînaient dans le salon, un bol à moitié rempli de céréales reposait sur la table basse, et une odeur vague de renfermé flottait dans l'air. C'était comme si le temps s'était figé en mon absence. Laurie, ma femme, était assise dans la cuisine, une tasse de café froid entre les mains, son regard fixé sur quelque chose que je ne pouvais pas voir. « Salut » ai-je dit doucement en posant ma valise près de la porte. Elle m'a regardé, mais son sourire était mécanique, dépourvu de la chaleur habituelle. Elle s'est levée pour me saluer, mais son étreinte était distante, comme si un mur invisible s'était dressé entre nous. « Comment ça va » ai-je demandé, essayant de percer ce silence qui s'installait déjà. « Ça va » a-t-elle répondu, mais le ton de sa voix racontait une toute autre histoire. Evan et Mélanie, nos enfants, ont été plus expressifs. Evan, à 16 ans, avait pris un air plus sombre. Il passait presque tout son temps dans sa chambre ou devant son ordinateur, les écouteurs vissés sur les oreilles. Mélanie, en revanche, avait encore un peu de cette énergie d'enfant, mais elle était teintée d'une étrange nervosité, comme si elle s'efforçait de maintenir une façade joyeuse pour masquer quelque chose de plus lourd.
Papa, s'est-elle exclamée en courant dans mes bras, mais même son étreinte semblait contenir une certaine tension. Tu es enfin là, a-t-elle ajouté, comme si mon retour avait été attendu avec une impatience particulière. Elle a ensuite baissé la voix, presque en chuchotant, « Maman est différente maintenant, tu as remarqué ?» J'ai senti une pointe de tristesse dans ses mots, un poids qu'elle n'aurait jamais dû porter à son âge. Evan a été plus direct, même si son approche était teintée de la rébellion typique de l'adolescence. 6 mois, hein, a-t-il lâché un soir, sans même me regarder, les yeux rivés à son écran. Beaucoup de choses peuvent changer en 6 mois, tu sais? J'ai voulu répondre, mais les mots me sont restés dans la gorge. Il avait raison, bien sûr. Beaucoup de choses avaient changé, mais je n'arrivais pas à saisir exactement ce qui. Ce n'est que plus tard, après plusieurs jours à observer Laurie, que j'ai commencé à voir l'ampleur du problème. Elle passait ses journées à errer dans la maison, accomplissant des tâches sans but apparent. Elle oubliait des choses ou des rendez-vous, des appels, même des repas. Parfois, je la trouvais assise dans la voiture, moteur éteint, comme si elle avait l'intention de partir mais ne savait pas où aller. Les enfants avaient appris à éviter de poser des questions, mais je pouvais voir qu'ils en souffraient. Une nuit, alors que je rangeais des papiers dans notre chambre, j'ai trouvé une boîte remplie de lettres non ouvertes. Des factures, des notifications de retard, des courriers administratifs importants, tout avait été négligé. Quand je l'ai confrontée, elle a simplement haussé les épaules, comme si ça n'avait pas d'importance. Je gère, a-t-elle murmuré, mais sa voix était dépourvue de toute conviction. Je voulais croire qu'elle disait la vérité, qu'elle pouvait gérer, mais tout en elle disait le contraire. C'était comme si elle portait un fardeau invisible, un poids qui l'écrasait lentement. Et moi, j'étais là, démuni, essayant de rassembler les morceaux de ce qui avait autrefois été une famille fonctionnelle. Le chaos à la maison n'était pas seulement matériel, il s'était infiltré dans nos relations, dans nos conversations, et même dans les silences entre nous. Je savais que quelque chose n'allait pas. Ces derniers jours, j'avais remarqué des détails qui me glaçaient le sang, comme des pièces d'un puzzle que je n'arrivais pas encore à assembler. Laurie recevait des appels tard dans la nuit, s'éloignant dans une autre pièce pour parler à voix basse. Elle semblait toujours préoccupée, vérifiant son téléphone plus souvent que d'habitude, et quand je lui demandais à qui elle parlait, elle répondait d'un ton détaché, « Oh, juste une collègue. » Mais son regard fuyant me disait tout autre chose. Puis il y avait sa fixation soudaine pour son travail, surtout pour son patron, Victor Hall. Elle parlait de lui avec un enthousiasme presque maladif, racontant comment il dirigeait l'équipe avec une confiance inspirante, comment il avait su résoudre une crise lors d'un projet. Victor est tellement brillant, avait-elle dit un soir à table, son visage s'illuminant d'une façon qui m'était devenue étrangère. Je l'avais regardée, cherchant à y voir plus clair, mais elle ne remarquait même pas mon attention. C'était insidieux, cette sensation que ma vie m'échappait. Chaque petite incohérence, chaque sourire forcé de Laurie, chaque silence prolongé à table me poussait un peu plus vers l'abîme. Finalement, incapable de rester dans le doute, j'ai fait ce que je n'aurais jamais imaginé devoir faire, j'ai engagé un détective privé. Mike était un homme discret, professionnel, avec une manière de parler qui inspirait confiance. Il ne m'a pas jugé, ne m'a pas demandé pourquoi je le faisais. Il s'est contenté de prendre mes informations et de me dire qu'il reviendrait vers moi avec des réponses. L'attente fut un enfer. Je vérifiais mon téléphone toutes les heures, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. Je voulais croire que j'étais paranoïaque, que Laurie ne ferait jamais une chose pareille. Mais une part de moi savait déjà la vérité. Quand Mike m'a finalement appelé, c'était pour me demander de le rejoindre dans un café à l'extérieur de la ville. Sa voix était calme, presque neutre, mais elle portait une gravité que je ne pouvais ignorer. Je me suis rendu sur place, le cœur battant à tout rompre. Il m'a attendu dans un coin reculé, une enveloppe posée sur la table devant lui. Je me suis assis sans un mot. Je vais aller droit au but, a-t-il commencé en poussant l'enveloppe vers moi. Ce que j'ai trouvé ne va pas être facile à entendre. J'ai ouvert l'enveloppe, mes mains tremblant légèrement. À l'intérieur se trouvaient des photos, des captures d'écran de messages, des relevés de lieux. Laurie et Victor. Ensemble. Dans des restaurants, des hôtels, même dans des parcs avec nos enfants et la fille de Victor. Ça dure depuis plus de 3 ans, a poursuivi Mike. Ils se voient régulièrement, et selon mes observations, vos enfants ont également été impliqués. Ils ont passé du temps avec Victor et sa fille, souvent lorsque votre femme disait organiser des sorties en famille. Mon esprit s'est vidé. 3 ans.
Pendant que je courais à travers le monde pour construire une vie meilleure pour ma famille, Laurie avait construit quelque chose d'autre, quelque chose avec un autre homme. Et pire encore, elle avait impliqué nos enfants, les forçant à passer du temps avec Victor comme s'ils faisaient partie d'une nouvelle famille. C'était un coup de poignard que je n'avais pas vu venir, et le poids de la trahison m'écrasait. En regardant ces photos, je n'ai pas ressenti de colère tout de suite. Ce fut d'abord un vide, une absence de tout. Comme si mon esprit refusait de traiter ce que mes yeux voyaient. Mais ensuite, la colère est montée, brûlante, implacable. Pas seulement contre Laurie, mais aussi contre moi-même. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Comment avais-je pu manquer les signes pendant si longtemps? Je me suis levé, incapable de rester assis une minute de plus. Merci, ai-je murmuré à Mike, ma voix rauque, presque étranglée. Il m'a regardé avec compassion mais n'a rien dit, sachant que ces mots n'auraient aucune importance. En rentrant chez moi, je n'ai pas arrêté de penser à mes enfants. Evan et Mélanie savaient-ils? Avaient-ils dû se taire, prétendre que tout allait bien pendant que leur mère et Victor les forçaient à jouer à cette parodie de vie de famille? Quand j'ai franchi la porte de la maison ce soir-là, Laurie était assise dans le salon, lisant un livre comme si de rien n'était. J'ai senti ma gorge se serrer, mais je n'ai rien dit. Pas encore. Je savais que la confrontation était inévitable, mais pour l'instant, je devais me calmer, trouver mes mots, décider de ce que je voulais faire. Une chose était claire, notre vie telle que je la connaissais venait de s'effondrer, et il n'y aurait pas de retour en arrière. Après avoir digéré l'ampleur de la trahison, une colère froide s'est installée en moi. Ce n'était plus seulement Laurie qui m'avait trahi, c'était aussi Victor Hall, cet homme qui s'était infiltré dans ma famille sous couvert de respectabilité. Mais Victor n'était pas seulement un patron charismatique ou un simple amant opportuniste. Il était un nom respecté en ville, un homme que tout le monde admirait pour son travail philanthropique à travers son organisation, New Dawn. Rien que l'idée qu'il ait utilisé cette façade pour cacher ses méfaits m'a donné une idée, s'il voulait jouer au saint, j'allais m'assurer que son masque tombe. J'ai contacté Mike une nouvelle fois. Si quelqu'un pouvait déterrer les secrets de Victor, c'était lui. Nous nous sommes retrouvés tard un soir dans un bar discret, et je lui ai exposé mon plan. Victor dirige une organisation appelée New Dawn, ai-je commencé. Elle est censée aider des femmes en difficulté, mais quelque chose ne colle pas. Je veux que tu creuses, trouve des femmes qui ont interagi avec lui, et découvre ce qu'il cache vraiment. Mike m'a regardé longuement avant de répondre. Ce genre d'enquête peut devenir compliqué. Si ce que tu soupçonnes est vrai, il pourrait y avoir des victimes qui hésitent à parler, par peur ou par honte. J'ai hoché la tête, sentant la gravité de ses paroles. Je comprends. Mais s'il y a des gens qui l'a manipulé ou blessé, je veux qu'ils aient une chance de s'exprimer. Je veux que le monde sache qui il est vraiment. Les jours qui ont suivi furent parmi les plus longs de ma vie. Je me réveillais chaque matin avec un mélange d'anticipation et d'appréhension, attendant les appels ou les messages de Mike. Pendant ce temps, j'ai continué à faire semblant à la maison. Laurie et moi échangions à peine quelques mots, et les enfants semblaient marcher sur des œufs, sentant que quelque chose n'allait pas. J'essayais de garder mon calme devant eux, mais chaque sourire de Laurie, chaque moment où elle sortait prétendument pour travailler, ne faisait qu'alimenter ma détermination. Après environ 2 semaines, Mike m'a appelé. Sa voix avait une gravité que je n'avais jamais entendue auparavant. « Nicolas, tu vas vouloir t'asseoir pour ça. » Il m'a donné rendez-vous dans son bureau, où il m'a montré des dossiers, des témoignages, et des preuves accablantes. Il s'avérait que Victor avait effectivement utilisé New Dawn pour se présenter comme un héros, mais derrière cette façade, il manipulait les femmes qu'il était censé aider. Mike avait trouvé plusieurs anciennes bénéficiaires de l'association qui étaient prêtes à parler. Elles racontaient toutes des histoires similaires, Victor s'approchait d'elles sous prétexte de les soutenir, leur offrant un logement temporaire ou une assistance financière. Mais il utilisait ensuite leur vulnérabilité pour les contrôler, exigeant des faveurs personnelles ou les isolant du reste de leur réseau de soutien. Une femme, en particulier, avait accepté de témoigner sous un pseudonyme. Je pensais qu'il voulait m'aider, disait-elle dans une déclaration enregistrée. Il disait toutes les bonnes choses, qu'il croyait en moi, qu'il voyait mon potentiel. Mais petit à petit, il a commencé à demander des choses en retour. D'abord, c'était des dîners. Puis, il voulait que je m'habille d'une certaine manière, que je sois disponible à tout moment. Quand j'ai essayé de m'éloigner, il m'a menacé de m'expulser du logement qu'il m'avait trouvé. En lisant ces témoignages, j'ai senti ma colère monter en flèche.
Ce n'était plus seulement une affaire personnelle. Cet homme n'était pas seulement un menteur et un manipulateur, il était un prédateur qui exploitait des femmes vulnérables pour son propre gain. Et pendant ce temps, Lori l'admirait, le défendait même, tout en l'introduisant dans la vie de mes enfants. « Que veux-tu faire avec tout ça ?» m'a demandé Mike, une lueur inquiète dans les yeux. J'ai pris une profonde inspiration. Je veux tout révéler. Mais pas seulement pour me venger. Je veux qu'il paie pour ce qu'il a fait, et je veux que ces femmes obtiennent justice. Il ne mérite pas de continuer à marcher dans cette ville comme un héros. Mike m'a averti que ce ne serait pas simple. Victor avait des relations, des alliés puissants, et il ferait tout pour protéger sa réputation. Mais je m'en fichais. Ce n'était pas seulement une vendetta personnelle, c'était une question de principe. Il avait détruit ma famille et utilisé son pouvoir pour exploiter ceux qui avaient le plus besoin d'aide. Il était temps que quelqu'un le confronte à ses actes. En sortant du bureau de Mike ce soir-là, j'ai ressenti pour la première fois un semblant de contrôle sur la situation. Je savais que ce combat ne serait pas facile, mais je n'avais plus rien à perdre. Victor avait joué avec ma vie et celle de tant d'autres. Maintenant, c'était à mon tour de jouer, et cette fois, c'est lui qui allait perdre. Lorsque Leila a accepté de parler publiquement, j'ai su que tout allait changer. Elle était l'une des premières victimes que Mike avait trouvées, et son courage à partager son histoire a marqué le début de ce que j'espérais être la chute de Victor. Elle avait travaillé pour lui comme assistante au sein de New Dawn, croyant à la mission de l'organisation. Mais ce qu'elle avait vécu derrière les portes fermées de l'association n'avait rien à voir avec l'image de bienfaiteur que Victor s'efforçait de projeter. Leila avait accepté de témoigner sur une émission de radio locale, une plateforme connue pour mettre en lumière des scandales et des abus de pouvoir. Je l'ai accompagnée à l'enregistrement, la soutenant en silence. Quand elle a pris la parole, sa voix était tremblante au début, mais elle a rapidement gagné en force. Quand j'ai rejoint New Dawn, je pensais faire une différence, a-t-elle dit. Victor était un modèle pour moi. Il parlait de redonner de l'espoir aux femmes en difficulté, mais tout cela n'était qu'un prétexte. Il utilisait sa position pour contrôler, manipuler, et abuser de celles qu'il prétendait aider. Elle a raconté comment Victor l'avait isolé de ses collègues, imposant des rendez-vous privés qui se transformaient rapidement en séances de pression émotionnelle et psychologique. Il me disait que j'étais spécial, que je pouvais aller loin avec son aide, a-t-elle poursuivi. Mais en échange, il voulait des choses personnelles. Des choses qui n'avaient rien à voir avec mon travail. Quand j'ai essayé de démissionner, il m'a menacé, disant qu'il pouvait ruiner ma carrière. J'ai fini par partir, mais pas sans cicatrice. L'émission a provoqué une onde de choc instantanée. Les auditeurs ont été bouleversés par les révélations, et les médias locaux ont rapidement repris l'histoire. Les réseaux sociaux se sont enflammés, des hashtags comme #justice pour Leila et #NewDownScandale devenant viraux. Ce qui avait commencé comme un témoignage courageux s'est transformé en une avalanche de soutien pour les victimes de Victor. Quelques jours après la diffusion, d'autres femmes ont commencé à se manifester. Certaines ont contacté directement la radio, d'autres ont pris contact avec des avocats ou avec Mike. Chacune avait une histoire différente, mais les schémas étaient identiques, manipulation, abus de confiance, et menaces voilées pour les maintenir sous contrôle. Les récits étaient accablants, et il était clair que Victor avait exploité son pouvoir pendant des années. Les plaintes officielles n'ont pas tardé à suivre. Les avocats des victimes ont déposé une série de poursuites contre Victor, l'accusant d'abus, de harcèlement et de détournement des fonds de New Dawn à des fins personnelles. Les médias nationaux ont repris l'affaire, exposant chaque détail au grand jour. Victor Hall, autrefois célébré comme un modèle de réussite et d'altruisme, était désormais la cible de l'indignation publique. La chute de Victor a été rapide et brutale. Les sponsors de New Dawn, dont plusieurs grandes entreprises locales, ont immédiatement retiré leur soutien, craignant d'être associés au scandale. Les subventions ont été gelées, et l'organisation a cessé ses activités en l'espace de quelques semaines. Sans son projet caritatif pour se protéger, Victor s'est retrouvé exposé. Son entreprise, qui dépendait largement de son image publique, a également souffert. Les clients se sont retirés, les employés ont démissionné, et en moins d'un mois, l'entreprise était au bord de la faillite. Pour ma part, je regardais tout cela se dérouler avec un mélange de satisfaction et de colère. Ce n'était pas une vengeance douce. C'était chaotique, bruyant, et désordonné, mais cela exposait enfin Victor pour ce qu'il était vraiment, un homme qui avait construit son empire sur des mensonges et des manipulations. Je savais que ce que je faisais allait profondément affecter Lori également.
Elle avait défendu Victor, s'était impliquée dans sa vie et son entreprise, et maintenant elle devait faire face aux conséquences de ses choix. Un soir, alors que je regardais un reportage à la télévision sur la chute de Victor, Laurie est entrée dans le salon. Elle s'est arrêtée, fixant l'écran en silence. Son visage était pâle, ses traits tendus. « C'est toi, n'est-ce pas » a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai pris une gorgée de mon verre, puis je l'ai regardé. « Il mérite justice » ai-je simplement répondu. Ses lèvres ont tremblé, et pour la première fois depuis des semaines, je l'ai vue sans son masque de froideur et de déni. Elle semblait comprendre, enfin, la profondeur de ce qu'elle avait contribué à détruire. Mais à ce moment-là, je n'avais plus d'énergie pour ses remords ou ses justifications. Tout ce qui comptait, c'était que Victor paie pour ses actes et que ses victimes trouvent une forme de réparation. Le scandale avait éclaté, et rien ne pourrait désormais effacer la vérité. Quand la vérité sur Victor a éclaté et que son monde s'est effondré, Laurie a rapidement compris qu'elle ne pourrait pas échapper à l'onde de choc. Son implication avec lui, bien qu'illégitime et personnelle, avait aussi des répercussions sur sa carrière et son image. Elle était associée, par ses choix, à un homme désormais exposé comme un prédateur et un manipulateur. Je pouvais voir la panique se dessiner dans ses yeux à mesure que les jours passaient. Un soir, alors que je rentrais d'une longue journée passée avec des avocats pour préparer mes démarches de divorce, Laurie m'a attendu dans le salon. Elle s'était habillée soigneusement, un sourire figé sur le visage, celui qu'elle réservait pour les moments où elle voulait obtenir quelque chose. « Nicolas » a-t-elle commencé doucement, sa voix presque implorante, « je sais que les choses ont été difficiles, mais nous pouvons arranger ça. Pour les enfants. Pour nous. » Je l'ai regardée, cette femme qui m'avait trahi pendant des années, et j'ai senti une étrange distance entre nous. Ce n'était plus Laurie, la femme que j'avais aimée et avec qui j'avais construit une vie. C'était une version d'elle-même qui se battait pour sauver ce qui restait de son monde. « Tu veux arranger ça » ai-je répété, ma voix glaciale. « Après tout ce que tu as fait ? Après avoir détruit notre famille pour cet homme ?» Elle a baissé les yeux, mais sa tentative de contrition semblait forcée. « Je ne savais pas qu'il était comme ça. J'ai fait une erreur, mais on peut repartir à zéro. » Ces mots résonnaient faux, creux, comme si elle essayait de se convaincre autant que moi. Mais il n'y avait plus de pardon à accorder. Pas après tout ce que j'avais appris, pas après les années de mensonges et de manipulation. « Non, Laurie » ai-je répondu fermement. « Ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Un choix que tu as fait encore et encore, pendant des années, en me mentant, en impliquant nos enfants, en piétinant tout ce que nous avions construit. Il n'y a pas de retour en arrière. » Elle a tenté de m'interrompre, mais je l'ai coupée. « Je veux le divorce. Rien de ce que tu dis ne changera ça. » Le silence qui a suivi a été écrasant. Elle s'est laissée tomber sur le canapé, les larmes coulant sur ses joues. Mais même là, je ne pouvais pas trouver de compassion pour elle. Peut-être que c'était injuste, peut-être que j'aurais dû ressentir quelque chose, mais tout ce que je voyais, c'était les ruines de ma vie, et elle qui tenait encore l'appel. Les mois qui ont suivi ont été difficiles, mais d'une manière différente. Laurie a essayé de se battre, de me convaincre de revenir sur ma décision. Elle a même tenté de me discréditer en affirmant que ma colère rendait la cohabitation impossible et nuisait aux enfants. Mais tout ce qu'elle avait fait jouer contre elle. Les avocats que j'avais engagés avaient construit un dossier solide, exposant non seulement son infidélité prolongée, mais aussi son jugement douteux en exposant nos enfants à Victor. Au tribunal, les choses se sont jouées rapidement. La montagne de preuves en ma faveur, combinée au scandale public entourant Victor, a rendu Laurie presque sans défense. J'ai obtenu la garde majoritaire des enfants, un soulagement immense, car je savais qu'ils avaient besoin de stabilité. Evan et Mélanie avaient été forcés de jouer un rôle dans une vie qui n'était pas la leur, et ils méritaient enfin une chance de reconstruire quelque chose de sain. En plus de la garde, j'ai également obtenu le contrôle de la plupart de nos biens communs. La maison, les économies, les investissements, tout ce que nous avions accumulé ensemble restait principalement sous ma responsabilité. Laurie, de son côté, a dû se contenter d'un petit appartement en location, une situation loin de la vie confortable qu'elle avait connue. Mais c'était une conséquence de ses propres choix. Le juge a également statué qu'elle devait contribuer aux dépenses des enfants, une obligation qu'elle n'a pas contestée. Peut-être savait-elle qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre davantage, ou peut-être qu'elle espérait encore se racheter aux yeux d'Evan et de Mélanie. Peu importe ses raisons, je n'y pensais même plus.
Mon attention était entièrement tournée vers mes enfants et la tâche ardue de leur offrir une vie normale après tout ce qu'ils avaient traversé. Quand tout a été finalisé, je suis rentré chez moi et j'ai regardé autour de moi. La maison semblait plus grande, plus vide, mais aussi étrangement apaisante. Les souvenirs douloureux étaient encore là, bien sûr, mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'avoir le contrôle. Je savais que ce n'était que le début, qu'il y aurait encore des défis, mais j'avais tourné une page. Et cette fois, j'allais écrire la suite de l'histoire selon mes propres termes. Après des mois de tourmente, j'ai décidé qu'il était temps de reprendre ma vie en main. Il n'était pas question de m'attarder sur ce qui avait été perdu. Il fallait que je construise quelque chose de nouveau, non seulement pour moi, mais aussi pour mes enfants, qui méritaient une vie stable et inspirante. C'est à ce moment-là que Georges, un vieil ami de longue date et ancien collègue, m'a tendu la main. Il m'a proposé de collaborer sur un projet qu'il avait en tête, créer une société d'investissement indépendante, loin des pressions étouffantes et des intrigues de Wall Street. Georges et moi avions toujours partagé une vision commune, soutenir des entreprises innovantes, des idées audacieuses, et des projets qui avaient le potentiel de changer les choses. Avec mes économies et son expertise logistique, nous avons lancé la société dans un petit bureau de Los Angeles. Le début fut modeste, presque humble, mais l'excitation de bâtir quelque chose à partir de zéro nous a donné une énergie nouvelle. Nous nous sommes concentrés sur les startups technologiques, des entreprises jeunes mais prometteuses, avec des entrepreneurs pleins de passion et d'idées visionnaires. Les premiers mois ont été intenses, rythmés par des rencontres, des analyses de projets et des heures passées à convaincre des investisseurs de nous faire confiance. Mais peu à peu, notre stratégie a commencé à porter ses fruits. Les startups que nous avions financées ont commencé à décoller, et leur succès a renforcé notre crédibilité. En moins de 2 ans, notre société était passée du statut de petite entreprise indépendante à celui d'un acteur respecté dans le secteur des investissements technologiques. Pendant ce temps, la maison retrouvait peu à peu une atmosphère de sérénité. Evan et Mélanie avaient dû s'adapter à de nombreux changements, mais ils avaient fait preuve d'une résilience que je ne pouvais qu'admirer. Evan s'était plongé dans ses études, se découvrant une passion pour l'ingénierie, tandis que Mélanie s'épanouissait dans les arts, notamment la peinture et le dessin. Nous avions enfin trouvé une routine qui nous convenait, un équilibre fragile mais précieux. Cependant, je ne pouvais pas ignorer ce que j'avais découvert lors de mon enquête sur Victor et les femmes qui l'avaient exploité. Cela m'avait profondément marqué. Voir le courage de ces femmes, notamment celui de Léla, m'avait inspiré à agir. Je voulais faire plus qu'exposer la vérité, je voulais créer quelque chose qui aurait un impact durable. C'est ainsi qu'est née l'idée du fonds d'aide. J'ai décidé de nommer ce fonds en l'honneur de ma mère, Émilie Roland. Elle avait été une femme forte et généreuse, une figure maternelle qui avait toujours trouvé des moyens d'aider les autres, même avec des ressources limitées. Le fonds Émilie Roland visait à soutenir les femmes en difficulté, à leur offrir des ressources pour reconstruire leur vie, que ce soit à travers des bourses d'études, des formations professionnelles, ou des programmes de mentorat. Chaque projet que nous financions était soigneusement sélectionné pour maximiser son impact, et voir les premières réussites de ces femmes m'a donné un sentiment d'accomplissement que je n'avais jamais ressenti auparavant. Avec le temps, je me suis surpris à sourire davantage. Le poids de la trahison et de la colère s'était allégé. J'avais trouvé une nouvelle direction, une nouvelle mission. Les repas avec Evan et Mélanie étaient devenus des moments précieux, remplis de rires et de discussions sur leurs projets. Les soirées passées à travailler tard dans mon bureau ne me dérangeaient plus, car je savais que je construisais quelque chose de significatif, pour eux et pour moi. Un jour, Georges m'a regardé au milieu d'une réunion et a dit en plaisantant, « Tu sais, Nick, je crois que tu es enfin revenu à la vie. » Et il avait raison. Ce que j'avais traversé m'avait transformé, mais pas en une version brisée de moi-même. J'étais devenu quelqu'un de plus fort, de plus conscient de ce qui comptait vraiment. Ce n'était pas la revanche ou le succès matériel qui me motivait désormais, mais la certitude que je pouvais créer quelque chose de bien dans ce monde, malgré tout. Ce nouveau chapitre de ma vie n'était pas celui que j'aurais imaginé, mais il était le mien. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais hâte de voir ce que l'avenir me réservait. Avec le temps, les blessures ont commencé à se refermer, mais les cicatrices, elles, sont restées. Quelques années après notre divorce, Laurie s'est remariée. Son nouveau mari semblait être un homme simple, discret, très éloigné du charisme flamboyant de Victor Hall. J'aurais pu me réjouir qu'elle ait quitté ce monde de faux-semblants, mais, en vérité, cela ne m'importait plus. Notre relation était restée froide et distante, uniquement centrée sur la coordination des responsabilités parentales.
Chaque conversation ressemblait à un échange purement administratif, dépourvu de toute émotion. Evan et Mélanie avaient grandi dans ce climat, mais je faisais tout pour préserver leur équilibre. Je leur expliquais toujours que leurs besoins passaient avant mes différends avec leur mère. Pourtant, je ne pouvais pas nier que ma méfiance s'étendait bien au-delà de Laurie. Après tout ce que j'avais traversé, l'idée même de me lancer dans une nouvelle relation me semblait inconcevable. Comment pouvais-je accorder à nouveau ma confiance, alors que celle-ci avait été piétinée de la manière la plus cruelle? J'avais essayé, au début. Quelques rendez-vous organisés par des amis bien intentionnés, des tentatives pour aller de l'avant. Mais chaque fois, je finissais par trouver une excuse pour couper court, pour ne pas m'attacher. Ce n'étaient pas les femmes que je rencontrais qui posaient problème, c'était moi. Mon esprit revenait toujours à la même question, et si cela recommençait? Ce doute constant m'empêchait d'avancer, comme une encre qui me maintenait sur place. Pourtant, au fil des ans, j'ai commencé à comprendre une vérité importante, la vengeance ne m'avait pas guéri. Oui, Victor avait été détruit, et Laurie avait dû faire face aux conséquences de ses choix, mais cela n'avait pas comblé le vide en moi. Le ressentiment m'avait donné un but temporaire, mais il m'avait aussi empêché de me reconstruire pleinement. Je réalisais que ce n'était pas en punissant les autres que je retrouverais la paix, mais en travaillant sur moi-même. J'ai donc décidé de changer d'approche. J'ai commencé par me concentrer sur ma santé mentale, quelque chose que j'avais négligé pendant des années. J'ai consulté un thérapeute, non sans une certaine réticence au début, mais ces séances m'ont permis de comprendre comment le passé influençait mes décisions présentes. J'ai appris à décomposer mes émotions, à reconnaître les moments où ma méfiance prenait le dessus, et à essayer de ne pas laisser mes expériences passées définir mon avenir. Le travail a aussi été une encre. La société que Georges et moi avions bâtie continuait de prospérer, et je trouvais une grande satisfaction à voir nos investissements faire une différence. Le fonds Émilie Roland, en particulier, était devenu une source de fierté. À chaque fois qu'une femme racontait comment notre aide lui avait permis de reprendre ses études ou de reconstruire sa vie, je sentais que je contribuais à réparer une partie du mal que j'avais vu. Evan et Mélanie étaient ma plus grande réussite. Evan avait intégré une université prestigieuse pour étudier l'ingénierie, et Mélanie poursuivait ses ambitions artistiques avec une passion qui m'émerveillait. Voir leur épanouissement me rappelait que, malgré tout, quelque chose de beau avait survécu à cette période sombre de notre vie. Ils étaient ma boussole, ma raison de continuer à avancer. Quant à l'amour, je n'avais pas complètement fermé la porte, mais je savais que je devais d'abord me retrouver moi-même avant de pouvoir m'ouvrir à quelqu'un d'autre. Je voulais être sûr que, si une nouvelle personne entrait dans ma vie, je ne lui imposerais pas le poids de mes peurs et de mes doutes. Pour l'instant, j'apprenais simplement à être bien avec moi-même, à savourer les moments de calme, et à reconstruire la confiance que j'avais perdue pas seulement envers les autres, mais surtout envers moi. La vie n'était pas parfaite, mais elle était enfin stable. Je ne regardais plus en arrière avec colère, mais avec la satisfaction d'avoir surmonté ce qui semblait insurmontable. Le futur était incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, cela ne me faisait plus peur. J'étais prêt à l'accueillir, un jour à la fois.